Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce nouvel épisode d'Intime Gaïa, je reçois son premier homme, Baptiste. Nous nous connaissons du milieu ingénieur depuis bientôt 5 ans et je me souviens que nous nous sommes liés d'amitié à une soirée pendant laquelle nous n'avons parlé que d'amour et de relations. Alors même que le projet Intime Gaïa n'était qu'une graine dans mon esprit, je savais que je voulais faire entendre sa voix. Il y a 2 semaines, il est donc arrivé chez moi, apéro et dessert dans le sac, pour enfin réaliser cette envie de longue date. Merci Baptiste pour tout le soin et l'attention que tu as mis dans ce moment. Pour ta voix posée, la bienveillance de tes mots et l'authenticité de ton rire. Ensemble, nous avons parlé des femmes, de vulnérabilité, d'avortement, de contraception masculine et de courage. C'est parti. Bonjour Baptiste. Bonjour Juliette. Ça va, tu te sens bien ? Ça va super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, t'es le premier homme que j'interviewe et je suis un peu intimidée. J'ai interviewé 3 femmes jusqu'à maintenant et j'étais en terrain connu. Et là, c'est un peu stressant, mais merci beaucoup d'être là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un épisode masculin. Ma première question, ça va être la question classique. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Alors, l'âge précis, non, parce que je pense avoir peu de souvenirs précis de l'enfance, quoi. Mais je dirais entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça, ouais. Tu te posais quoi comme question ? Les classiques, comment on fait les bébés, comment ça fonctionne une fille, comment moi je fonctionne, pourquoi quand je suis dans le bain, mon zizi il se dresse. Tu cherchais les réponses où à ces questions ? Au départ, on comprend pas vraiment. Est-ce qu'on cherche vraiment les réponses tout de suite directement ? Non. Après, indirectement, plutôt auprès de mes parents, je pense, ou de mes grandes sœurs. Du coup, on y reviendra après. Mais j'ai eu 2 grandes sœurs et donc ouais, elles ont pu apporter quelques informations. Vous avez combien d'années d'écart ? Alors la plus grande a 6 ans de plus que moi et la deuxième a 3 ans de plus que moi. Tu te souviens des conseils ou des éléments qu'elles ont pu t'apporter quand t'étais petit d'une conversation ? Alors non, j'ai pas de souvenir de conversation qu'on ait eu cru comme ça, parce que soit avec la plus vieille, on avait trop d'écart, trop de différence d'âge, et avec l'autre, moi je pense que elle était pas à même d'en parler à cette époque-là, et donc y a pas eu de mots vraiment, mais des interactions, des scènes ou sur l'intimité. Mettre des barrières en fait entre ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ne pas voir, etc. Qui se mettent en place à partir d'un certain âge, qu'on n'a pas quand on est jeune, mais qui se mettent en place à partir d'un certain âge, qui nous font apprendre la vie, quoi. Aujourd'hui, t'en parles un peu plus avec elle ? Alors du coup, beaucoup plus avec la plus grande, et très ouvertement, enfin, pas de sexe à proprement parler, forcément, mais de tous les sujets qui peuvent tourner autour. Ouais, des relations amoureuses. Les relations amoureuses, les femmes, les problèmes de femmes, les Qu'est-ce que sont les problèmes de femmes ? Non, ouais, j'en ai un classique, un sujet récurrent, les règles, que j'ai pu apercevoir tôt, voir les conséquences tôt chez mes sœurs, qui m'ont appris ce que ça pouvait générer comme douleur, mal-être, etc. Et voilà, on en discute, qu'est-ce qu'on peut faire pour être présent, quel est le comportement à adopter quand on est dans cet état-là. Ça te rassure de les avoir à côté si t'as des questions ? Ouais, après, je pense que de manière générale, on est
moi je suis en tout cas assez réservé sur ces sujets-là aussi, enfin pas trop poser de questions non plus, parce que je pense que c'est aussi plus ou moins notre éducation d'intérioriser, d'aller chercher par soi-même et pas poser la question, de peur débile d'avoir honte ou de montrer une faiblesse ou classique quoi. Aujourd'hui, t'as toujours peur de ça vis-à-vis de tes parents ou même vis-à-vis de tes proches, tes amis ou ta partenaire? Ouais, je pense qu'il y a des restes encore. J'y travaille un peu à essayer de décomplexer sur certains sujets, mais ouais, il y a des restes. Parce que pour toi, quand on pose des questions, des choses qu'on sait pas, c'est de la vulnérabilité? Aujourd'hui, non, enfin, je le pense pas, mais c'est comme ça que j'ai pu le percevoir pendant un moment, et c'est comme ça que je le vis encore, enfin, c'est encore pour ça que j'ose pas, c'est certainement à un moment donné, poser des questions, ou donner un avis, ou donner une certaine position, quoi. Est-ce que tu t'es posé des questions sur ton identité sexuelle ou c'était toujours clair que pour toi, c'était les filles que t'aimais et pour qui t'avais du désir? Déjà, il faut dire que j'aime les filles. C'était pas précisé. Non, clairement, ouais, la question, elle s'est posée longtemps. Je pense que je me la poserai toujours parce que y a pas, enfin, j'y réfléchissais un peu, il y a pas de, quand bien même j'adore le corps des femmes, il y a pas de choses qui me mettent une étiquette ou qui me disent, ben, c'est sûr, c'est ça, quoi. Enfin, je le vois pas à 100%. Ça fait bien dans un milieu masculin, de le dire et d'en être sûr à 100%. Pour autant, au fond, moi, je me suis toujours posé la question. Et quand bien même je me pose la question, j'ai jamais vraiment éprouvé d'attirance pour un homme. Mais je me dis que la porte est pas fermée. Enfin, si ça arrive, voilà. Ça arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand tu y réfléchis, il y a rien qui te dit non, ça c'est pas possible. Donc la porte est ouverte. La porte est ouverte. Quel souvenir tu gardes de ta première fois? Alors j'ai un souvenir d'un parent qui rentre dans une chambre au moment inopportun, une capote qu'on n'arrive pas à mettre, voilà quoi, le stress, je sais pas si j'avais les mains moites, mais certainement, voilà, tout qui se passe assez rapidement et au final qui est écourté aussi vite par l'intervention d'un cher père. Et quel souvenir tu gardes de ta deuxième fois? Toujours le stress. Ouais. Toujours la capote compliquée à mettre. On a beau faire la démo sur une banane au collège, c'est en vrai, quand t'es pas sûr de toi, c'est pas facile. Ouais. Mais un peu de plaisir à la fin, ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter une fois qui t'a fait vraiment sourire, donc l'une de tes meilleures fois en fait? Il y a la meilleure fois, je pense que c'était une fois complètement décomplexée avec ma copine. Peut-être qu'il y avait un verre de rouge qui avait pu aider, je sais pas. Et trouver une connexion avec ma partenaire, chose qui a finalement aussi duré dans le temps par rapport à d'autres expériences qui peuvent être plus rapides, avec quelques expérimentations au milieu. Donc tu t'es senti vraiment toi-même en fait, il y avait vraiment, tu faisais ce que tu voulais, tu savais qu'il y avait une bonne communication, une bonne connexion. Ouais, c'est ça, des échanges de regards au milieu qui disent vas-y, fais ça, vas-y, fais ça. Et tout roule quoi, donc tu te sens forcément libre, toi-même, un peu intouchable, et puis tu donnes aussi beaucoup quoi pour l'autre. Comment tu penses que ça se crée cette connexion dans la relation amoureuse? C'est une bonne question, parce que si on avait la recette, on y reviendrait tous les jours. Mais c'est aussi pour ça que c'est aussi agréable, c'est que c'est finalement pas tous les jours, donc on peut vraiment les apprécier. Non, je sais pas, il y a des moments qu'on peut créer qui sortent forcément du quotidien selon moi.
En fait, ça me fait penser à des papiers qui sortaient sur le bonheur, enfin, et les activations de la sensation de plaisir au sein du cerveau humain, où en fait on a besoin de nouveautés en permanence. Donc si on est dans le quotidien, c'est difficile de relâcher, enfin de sortir de ça et de s'épanouir là-dedans. Donc je pense qu'il faut créer un moment en dehors du quotidien, avec aussi un cocon, quoi, une sorte de barrière physique qui permette de s'assurer qu'on est entre nous. Et après, c'est les aléas de la vie, quoi. Il faut que les deux soient opérationnels. Bien disponibles. Bien disponibles, qu'ils aient envie de la même chose au même moment. Donc, Est-ce que tu dirais que tu te sens épanoui aujourd'hui dans ta vie sexuelle ? Ouais, aujourd'hui dans ma vie sexuelle, ouais, je pense que je suis épanoui. Et est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ? En fait, je te pose cette question parce que j'ai demandé à des internautes quelle question ils poseraient à un homme, et cette question elle est revenue, c'est pour ça que je te la pose. Pourquoi ? Parce que y a une femme que j'aime et on pratique régulièrement le sexe comme je l'aime et comme je pense elle l'aime aussi. Quand bien même aujourd'hui on est dans une relation à distance, on arrive à maintenir ça et j'ai pas besoin de plus selon moi. Quelle place tu donnes à ton plaisir, que ce soit dans ta vie en général et dans ta vie sexuelle ? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'aurais envie d'être sur le 50-50 par rapport au plaisir du partenaire, de la partenaire. Dans le passé, l'objectif c'était la performance. Et donc pour moi, la performance c'était mettre le plaisir de la partenaire en premier, mais à 100%, quoi. Et le mien c'est plus grave. J'ai encore des restes de ça aujourd'hui, je pense. Mais pour moi, ça a toujours été le plaisir féminin d'abord. Ça vient d'où ça, tu penses ? Du mix entre l'injonction à la performance qu'on peut avoir de par notre éducation et du coup mon interprétation de ça avec un respect fort des femmes que j'ai de par mon éducation familiale fait que ça aboutit à ça. Aujourd'hui, tu dis que c'est à 50-50 et comment tu le vis ? Est-ce que finalement, quand tu le mets à 50-50, la partenaire, elle kiffe pas encore plus ? Ouais, si. C'est de ça dont je me suis rendu compte aussi, c'est que jouer 100% le plaisir du coup féminin, c'était se tirer une balle dans le pied. Et mais ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Comment tu l'as compris ? Un matin, tu t'es levé, tu t'es dit mais en fait, c'est complètement con. Non, je veux pas dire que j'y suis arrivé tout seul, hein. C'est y a bien une femme qui me l'a dit, c'est sûr. Ça m'étonne pas. T'es en couple depuis plusieurs années. C'est quoi pour toi les 3 choses primordiales dans un couple ? Qu'est-ce qui te nourrit le plus en fait ? La tendresse, la douceur, je sais pas si on peut les mettre dans un seul. La confiance et l'honnêteté aussi. Est-ce qu'il te plaît ton corps ? Ouais, je me suis toujours considéré comme chanceux, je le vois comme ça, j'essaye de l'entretenir aussi, mais... Tu fais beaucoup de sport. Est-ce que pour toi ça te fait du bien de faire du sport ? Est-ce qu'il y a des objectifs ? Est-ce que c'est quelque chose d'un ressenti intérieur ? Ouais, voilà, avec le confinement, ça... les heures de sport diminuent. Non, mais j'étais un vrai addict. On peut parler d'addiction à ce niveau-là, parce que ça génère de l'adrénaline et de la sérotonine. Aujourd'hui, ouais, je pratique l'objectif. Il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est de se maintenir en forme et d'y prendre du plaisir. On a parlé du fait que t'avais grandi avec des femmes, t'as eu des partenaires femmes. Est-ce que tu parles de sexualité avec tes amis hommes, ou tes amis en tout cas qui ne se considèrent pas femmes ? Comment tu parles de sexualité avec eux ? Très peu, grosso modo. Moi, en tout cas, dans les groupes que j'ai côtoyés, entre mecs, on parle peu de sexualité, on peut parler de sexe un peu, mais le plaisir qu'on va prendre, partager des interrogations, des conseils, etc., ça va être très peu prendre place dans nos discussions. T'aimerais pouvoir en parler plus avec eux ? Certainement, après, avec l'éducation en fait, j'en fais aussi partie, quoi. Et avec l'éducation que j'ai eue, je sais pas si je pourrais le faire. Mais en fait, t'avais quoi comme éducation ? Parce que tu disais tout à l'heure que quand t'avais des questions, tu pouvais les poser à tes parents, qu'aujourd'hui t'en parles avec tes sœurs, et qu'en même temps, il y a eu tu sentais qu'il y avait des choses qu'on pouvait pas dire, qu'il y avait une certaine honte autour de la sexualité.
J'ai eu une éducation qui m'a, selon moi, ouvert aux femmes de par mon entourage familial, mais qui reste une éducation d'un garçon au début 21e siècle, où on se doit encore d'être viril, de pas pleurer, de pas exprimer ses émotions, de pas montrer de faiblesse, etc. T'arrives à exprimer tes émotions à ta chérie ? Tu disais tout à l'heure que tu travaillais sur le fait d'être plus vulnérable, et est-ce que tu sens vraiment des changements dans ta relation vu que ça fait longtemps que t'es avec elle ? Ouais, et c'est très agréable. Ouais, clairement, il y a pas photo, en fait, entre le moment où on est rentré en couple et notre situation et moi, mon comportement. Je pense qu'elle pourra en témoigner, mais en termes de livraison de moi-même envers elle, j'ai fait un gap monumental. Ouais, monumental, vraiment. Et tu dis que c'est vraiment génial. Toi, tu te sens très bien par rapport à ça. Ouais, c'est super, parce que c'est bidirectionnel, en fait, tout ça réside du coup dans la confiance qu'on peut avoir dans son partenaire. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, bien sûr. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, donc on en a parlé un petit peu. Ta compagne, elle est tombée enceinte l'année dernière ou il y a 2 ans, et vous avez décidé d'interrompre la grossesse. Est-ce que tu pourrais me raconter ce que t'as ressenti pendant ce processus ? Ok, est-ce qu'on commence par raconter l'histoire ? Non, ouais. Donc, Vas-y. moi, ce que j'ai ressenti, en fait, c'était... Du coup, pour replacer, du coup, c'était, disons, une erreur de jeunesse. Donc, avec un moyen de contraception qui est très aléatoire, qui est le retrait. Et donc, elle est tombée enceinte. Et on l'a su assez rapidement. Plus de règles, on fait un test. Enfin, elle fait un test, en l'occurrence. Ça tombe, donc elle est enceinte. Et, moi, ma réaction première, c'est de dire, c'est ton corps, c'est ton choix. Je suis personne pour te l'imposer. Et elle, de son côté, de dire, ouais, mais bon, on était deux, toi, t'en as envie ou pas? Donc, en fait, on était d'accord sur le fait qu'on n'en voulait pas. Donc ça, tant mieux. Et donc, on s'est renseigné ensemble sur les options qu'on avait et, aller prendre un cachet pour l'interruption de grossesse. Mais voilà, après, l'idée c'était de la soutenir au maximum là-dedans. Ça a créé pas mal de transformations physiques, pas mal de douleurs, etc. Donc l'idée c'était de l'accompagner là-dedans, d'être aux petits soins pendant la période de convalescence, etc. Est-ce que... donc ça, c'était comment ça s'est passé, et ce que t'as fait pour elle, et est-ce que tu pourrais décrire ce que t'as ressenti à l'intérieur vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de votre relation, et aussi juste de traverser ça ? Déjà, ça faisait du bien d'être d'accord. Parce que j'aurais été un peu emmerdé avec un môme sur les bras. Mais sinon, en fait, on l'a vécu moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on l'a vécu assez simplement. Il n'y a pas eu trop le particulier, qu'on a juste été, du coup, derrière plus attentifs sur le choix de notre contraception. Voilà. Est-ce que, à part la contraception, t'as senti que ça a changé quelque chose dans votre sexualité, dans ton approche de son corps ? À vrai dire, pas vraiment. Pour moi, je l'ai pas ressenti tel quel, vu que en fait, pour nous, c'était une erreur, vraiment, et on l'a traité, et derrière, après, on a fait ça un peu mécaniquement, quoi, et je pense qu'on est repassé derrière on a essayé de revenir au plus vite à, disons, un fonctionnement normal, mais j'arrive pas à dire comme ça si on a eu... Bah tant mieux finalement, si vous l'avez vécu aussi simplement. Sur le plan de notre relation, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est peut-être renforcer un petit peu une certaine complicité, vu qu'on avait fait comme on le voyait comme une bêtise, on avait fait la bêtise ensemble, donc c'était plutôt positif sur ce plan-là, quoi. Et tu m'as parlé justement que tu te renseignais sur la contraception masculine. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu ? Ouais, alors ça c'était pas vraiment en rapport avec cette interruption de grossesse, ça a été après, mais ouais, j'ai eu le déclic récemment parce qu'on parlait pas mal des techniques contraceptives. J'étais tombé sur un compte Instagram qui parlait de la contraception masculine et qui est redirigé encore sur la contraceptionmasculine.fr, qui est un super site avec pas mal d'informations. Et donc j'ai épluché les trois techniques.
qui sont la méthode hormonale, les slips chauffants et la vasectomie. Ouais. Et voilà, il trouvait très intéressant la partie sur la vasectomie, qui est en fait une opération, quand bien même son nom peut paraître horrible, qui est une opération très très simple, qui se fait en 15 minutes, en ambulatoire, qui est définitive, mais qui peut, dans 60-80% des cas, être réversible. Et qui est beaucoup pratiqué chez les anglo-saxons, qui est tabou en France, qui l'est de moins en moins, mais qui est encore tabou en France. Et donc voilà, donc moi je me suis renseigné là-dessus, j'en ai discuté avec ma partenaire, et donc c'est une option. Je pense que c'est important à avoir dans le couple et de considérer de montrer que c'est vraiment un choix de couple à faire, et d'avoir des options qui soient des deux côtés et ne pas laisser cette charge-là à la femme. Et est-ce que vu que t'as l'air d'être un peu renseigné sur la vasectomie, est-ce que tu sais avant de te faire opérer les chances que t'as que ce soit réversible? Est-ce que t'as cette donnée-là avant ou tu l'as plutôt après? En fait, t'as plein d'options. Y a une première option qui est de mettre un bocal au congélo. Donc tu peux conserver pendant des années des spermatozoïdes et ensuite avoir recours à la PMA. Ensuite, tu peux avoir recours à la vasectomie, donc qui est le raboutage des canaux déférents. Et là, donc ça marche du coup dans 60 à 80% des cas. Ça c'est des statistiques. Bon, toi tu tombes dans l'un ou l'autre des lots. Bon, voilà, mais ça marche quand même de manière générale. Et quand bien même ça marche pas, en fait ta production de spermatozoïdes elle est encore active. Donc en fait tu peux avec une petite ponction au niveau des testicules venir chercher des spermatozoïdes et encore là avoir recours à la PMA. Ok. Donc il y a des solutions. Après c'est vrai que la vasectomie elle est présentée principalement pour les personnes qui ne veulent plus ou ne veulent pas d'enfants. Mais je pense qu'avec toutes les options qu'on a, c'est aussi une solution envisageable. Et le slip chauffant, ça te plaît pas? Alors j'ai étudié un peu, il faut savoir que c'est très contraignant quand même. C'est 15 heures par jour de couilles remontées par le slip. Et il faut il y a 3 mois avant que ce soit efficace. Ouais. Il faut faire des spermogrammes réguliers pour s'assurer que la méthode est efficace. Et dès qu'on oublie un jour, faut recommencer 3 mois. Ok. Donc c'est un peu contraignant et j'ai une contre-indication médicale parce que j'ai eu une ectopie quand j'étais jeune. Okay. Donc je vais pas opter pour cette option-là. Qu'est-ce que c'est une ectopie? Une ectopie, c'est les testicules, ils commencent on va dire au niveau des reins quand on est et pendant vraiment le jeune âge quoi, bébé et début de l'enfance, les testicules descendent progressivement dans les bourses. Pour aller au frais. Et c'est rigolo, mais c'est ça le fonctionnement. En fait, ça permet aux spermatozoïdes du coup d'avoir un environnement qui est à, il me semble, 34 degrés pour pouvoir gigoter comme ils veulent, danser et derrière faire des folies. Ok, et toi en fait ça descendait pas comme il fallait? Ouais, du coup dans ce parcours-là, tu peux avoir une fausse route. Et si ça fait fausse route, tu peux t'es bloqué avec d'autres organes parce que t'en croises pas mal sur le chemin et donc là t'es obligé de faire une opération, découper, refaire passer au bon chemin et après tout va bien. Mais quand bien même, c'est pas conseillé du coup de forcer les testicules à remonter de manière aussi régulière qu'avec le slip chauffant. Ouais, que 15 heures par jour. Et la méthode hormonale, c'est une piqûre que tu fais toutes les semaines, c'est ça? Alors je me suis moins renseigné là-dessus, pour la bonne raison je pense que c'est une bonne raison, qu'on n'en veut pas pour les femmes, donc pourquoi on en voudrait pour les hommes? C'est une très bonne raison. Donc après, chacun peut se faire son avis là-dessus, mais c'est vrai que je me suis pas plus renseigné que ça là-dessus, donc j'ai pas trop d'infos. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir quand t'étais plus jeune? Je sais pas, parce que là, le sujet, il est ouvert, il peut s'ouvrir à l'infini. Ouais, vas-y. Que ce soit, je sais pas, sur les femmes, sur les couples, sur la sexualité, ou à un moment donné où tu t'es dit ça j'aurais aimé le savoir avant pour donner du plaisir, pour recevoir du plaisir, je sais pas. Ouais, peut-être un truc sur
Ce que je te disais tout à l'heure, là, sur le fait de se focaliser sur le plaisir de l'autre, si c'était de se tirer une balle dans le pied, ça j'aurais bien aimé le savoir plus tôt, mais bon, je le sais aujourd'hui, donc ça va. Non, j'ai pas trop de regrets. Un truc qui peut-être serait utile, c'est de pas avoir d'être libéré de la pression de la première fois. C'est-à-dire de dire, c'est pas grave si à 20 ans, t'as pas eu envie de sexe, ou t'as pas fait de sexe, parce qu'il y a quand même, je trouve, cette injonction forte à faire du sexe le plus tôt possible, et qui est malsaine, en fait, qui, du coup, amène tout plein de troubles, je pense, dans les personnes adultes que l'on est. Du coup, c'est juste si on s'adresse à un public un peu plus jeune, je pense que aujourd'hui on expérimente, il y a beaucoup de personnes à l'âge adulte qui sont troublées par leurs premières expériences, parce que comme elles sont importantes, elles peuvent aussi bien être passées inaperçues qu'être traumatisantes. Et l'injonction à faire cette première fois le plus tôt possible pour, passer ce cap de je deviens adulte, génère des situations où c'est parfois non voulu, il n'y a pas toujours consentement, les personnes sont pas forcément disposées à ça, quand bien même elles pensent l'être, elles sont pas toujours disposées à ça, et on le fait pas pour le plaisir et on le fait pour le faire, quoi. Pour moi, faut juste pas se prendre la tête avec ça, se dire que se libérer de ce que peut nous dire notre entourage proche mais qui est assez insidieux, hein. C'est moi j'ai fait ça, en fait. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça te regarde, et moi je ferai ce que je voudrais quand j'en aurai envie, et il faut rester maître de ça et pas se laisser influencer par les actions des autres. Et c'est comme ça qu'on reste éclairé sur la volonté de la partenaire, le consentement, et qu'on peut du coup entrer dans la vie sexuelle active avec plus de sérénité. Baptiste, président. T'as mis du temps pour dépasser cette première fois qui a eu l'air un peu pas chaotique, mais peut-être pas 100% sereine, justement. Non, elle était pas 100% sereine, mais j'étais avec j'étais quand même dans une relation de confiance avec une partenaire que j'aimais beaucoup, donc y a pas eu de... au final, pour moi, elle a pas été traumatisante du tout cette première fois. Je pense que même si c'était pas une partie de plaisir, parce qu'avec le stress, etc., ça c'est que c'était quand même une première fois sympa. Il y a eu ce truc de l'entrée du père de ma copine de l'époque. C'était son père à elle, ouais. Il a réagi comment? Je sais pas, j'ai fait un espèce de bond où on s'est retrouvés côte à côte sur le lit, et il nous a vus sous la couette, mais pas de coït à proprement parler. Donc il a ouvert la porte, il a dit à table, et il est reparti. Voilà. Mais ça aurait pu, mais j'ai eu des fois avant ça où c'est, on va dire, pas passé loin, et où je pense pas que ça aurait été nécessaire, quoi. Ouais, c'était le bon moment en fait quand tu l'as fait. Enfin, c'était avant d'aller à table, mais. Ouais, après j'aurais pas la prétention de dire que moi je l'ai fait au bon moment, quoi. Non, mais ça me convient tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à un homme qui sent qu'il a du mal à exprimer sa vulnérabilité et qui sent que c'est le moment d'y aller, mais il sait pas trop quoi faire, il est perdu? Je sais vraiment pas si je serais le meilleur pour donner un conseil là-dessus. Je sais pas, finalement c'est ce que t'as vécu. Dire que le seul conseil que je peux donner, ça va être une réflexion un peu macho, mais de dire que c'est ça le vrai courage, quoi.
Donc en le prenant par les sentiments, en lui disant que c'est ça le vrai courage et qu'il faut se lancer. Il pourrait commencer par quoi ? Dans quelle situation ? Voilà, Baptiste, je suis avec une personne, je n'arrive pas à lui dire ce que je ressens, ça me fait peur. Par quoi il pourrait commencer ? Les 2 pieds dans le plat. Non, je sais pas, un peu ce qui pourrait se faire de manière, de manière générale, de mettre un environnement autour qui soit propice à l'échange mais ne pas en rester là, quoi. Derrière, aller jusqu'au bout du truc et dire ce qu'on a sur le cœur. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais entendre un peu plus autour de toi aujourd'hui ? Il y a des choses que tu entends, peut-être qu'elles résonnent pas vraiment avec qui tu es, avec ce que tu ressens par rapport à la sexualité ou l'intimité. Est-ce qu'il y a des choses où tu sens qu'il faudrait qu'on entende plus ça pour aller bien, pour aller mieux par rapport à tout ça ? Moi, aujourd'hui, je vais bien. Mais par exemple, moi j'ai un petit frère, il a 14 ans, toutes ces questions, elles se posent autour de lui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien, en fait, d'entendre autour de lui, pas juste dans une interview spécifique sur l'intimité et la sexualité ? Il faut aimer son corps. Enfin, non, pas il faut aimer son corps, mais que tous les corps sont beaux, qu'on trouvera chaussure à son pied, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a forcément quelqu'un, ou quelqu'une, au pluriel, etc., qui seront attirés par votre personne, par votre corps, et donc qu'il faut pas forcer le truc, quoi. Juste, il y a des relations qui se passent bien, et il faut en profiter, mais en aucun cas, il faut forcer les choses, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Comment t'expliquerais le consentement ? Le consentement, pour moi, c'est poser la question et, demander l'avis de l'autre et que l'autre réponde oui. Simplement. Et effectivement, dans certains contextes, on se dit que c'est pas pour je ne sais quelle raison, on se dit que c'est pas la bonne voie, alors que ça l'est toujours. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à un garçon qui sent qu'avec son ou sa partenaire, il s'apprête à faire l'amour ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? S'assurer à voix haute que sa partenaire est du même avis. Donc étape 1, le consentement. Et après étape 2, enjoy, quoi. Non, mais ça c'est fait pour ça. Ok, top. Merci encore, Baptiste. Avec plaisir encore. Maintenant, on commence l'apéro. Allez, oui. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo pour le mixage son, à Clémence pour ses logos, à Déborah qui dessine les portraits magnifiques des invités, et à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Baptiste d'avoir partagé ce bout précieux d'intimité. Si vous souhaitez découvrir les autres projets de la plateforme, comme par exemple le podcast Spirit Gaïa, dans lequel je présente des pratiques de bien-être et de spiritualité, je vous donne rendez-vous sur le site vivreavecgaia.com ou sur le compte Instagram Vivre avec Gaïa. À bientôt!